Montesquieu, l'être persane, parcourt le regard éloigné. Penseur politique, précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières, Montesquieu est né le 18 janvier 1689 à Brest, Guyenne, près de Bordeaux, et mort le 10 février 1755 à Paris. Passionné par les sciences et à l'aise avec de l'esprit de la Régence, il publie anonymement Les Lettres persanes, un roman épistolaire qui fait la satire amusée de la société française vue par des persans fictifs et met en cause les différents systèmes politiques et sociaux, y compris le leur. Lettres persanes est un roman épistolaire de Montesquieu rassemblant la correspondance fictive échangée entre deux voyageurs persans, Usbek et Rika, et leurs amis respectifs restés en Perse. Leur séjour à l'étranger dure 9 ans. Résumé. Usbek est un noble persan riche. Il quitte Ispahan sous la contrainte pour entreprendre, accompagné de son ami Rika, un long voyage jusqu'à Paris. Usbek laisse derrière lui les 5 épouses de son sérail, Zachi, Zéphis, Fatmé, Zélis et Roxane, aux soins d'un nombre d'eunuques noirs et d'eunuques blancs. Au cours de son voyage et de son séjour prolongé à Paris, il porte une correspondance avec des amis rencontrés dans les pays traversés et des mollahs. Il dépeint d'un œil faussement naïf celui qu'une civilisation lointaine pourrait porter sur l'Occident, réduit dès lors lui-même à quelques contrées exotiques. Les mœurs, les conditions et la vie de la société française au XVIIIe siècle, la politique en particulier, se terminant par une satire mordante d'un système de Lao. Au fil du temps, divers troubles font surface dans le sérail et à partir de 1717, la situation se détériore. Lorsque Usbek ordonne au chef de ses eunuques de sévir, son message arrive trop tard et une révolte entraîne la mort de ses épouses, y compris le suicide par vengeance de Roxane, sa favorite, et semble-t-il de la plupart des eunuques. Usbek apprécie la liberté des relations entre hommes et femmes en Occident, mais il reste en tant que maître d'un sérail prisonnier de son passé. Ces femmes jouent le rôle de l'amoureux langoureux et solitaire, et lui, celui de maître et d'amant, sans véritable communication et sans révéler grand-chose sur leur véritable moi. Le langage d'Usbek avec elle est aussi limité que le leur avec lui. Sachant qu'il n'est pas assuré de revenir en Perse, Usbek est aussi déjà désabusé au sujet de leur attitude, et le sérail est un vivier avec lequel il prend de plus en plus ses distances en défiant autant de ses épouses que de ses eunuques. Lettre 6. Le sérail est passé sous silence des lettres 94 à 143. Par ailleurs, toutes les lettres à partir de 126 à 137 sont de Rika, ce qui signifie que pendant environ 15 mois, Usbek est totalement silencieux. Dès octobre 1740, Usbek a été informé que le sérail est dans le désordre, mais il ne sévit pas. Lorsque les progrès de l'esprit de rébellion le décident à agir, il est trop tard. Le retard dans la transmission des lettres, dont certaines sont perdues, rend le mal
sans remède. Déprimé, Uzbek se résigne apparemment avec peu d'espoir à la nécessité du retour en Perse. Il se lamente. Je vois rapporter ma tête à mes ennemis. Toutefois, à la fin de 1720, il se trouve toujours à Paris, car les lettres qui contiennent toute l'histoire du système de Laou sont en fait postérieures à la dernière missive de Roxane qu'il doit déjà avoir reçue, le délai habituel de livraison étant d'environ 5 mois lorsqu'il écrit sa dernière lettre supplémentaire. Parcours. Le regard éloigné. Les différentes explorations du Nouveau Monde et les voyages ont apporté un nouvel regard sur le monde, un regard éloigné qui, en plus de faire partager des horizons nouveaux, aide à mieux se comprendre. D'ici le regard sur la diversité des cultures, mais aussi le regard sur autrui pour un retour à soi. Les voyages au cours des siècles ont montré des personnes de couleurs de peau différentes, avec des mœurs et des coutumes éloignées des nôtres, exemple des coches et ceux de montagne. En même temps, les voyages permettent aussi de porter sur soi un regard distancié, soit par l'utilisation de l'ironie et de la critique, Montesquieu, soit par l'éloge de l'étranger, Montaigne, pour montrer la richesse que peut apporter la différence. La fin du XVIIe siècle est une période de profonde mutation sur le plan des idées. C'est le temps des voyages sur des terres éloignées, Amérique, Orient, Égypte et Chine. À l'idéal classique d'harmonie qui dominait le grand siècle, succède l'idée d'un monde en mouvement, et la littérature donne aux Européens des leçons de relativisme en différentes formes, dissertations scientifiques, essais sur les mœurs, romans. Le choix du regard persan expose une perception du monde radicalement différente à travers son regard éloigné. On y trouve de profonds changements dans la compréhension de l'histoire qui se constitue peu à peu comme discipline scientifique. Les fondements de la pensée elle-même sont questionnés avec la méthode philosophique. Dans les lettres persanes, on retrouve l'empirisme au fondement même de la démarche. Montesquieu reprend le postulat méthodologique de John Locke dans l'essai sur l'entendement humain qui démontre qu'il faut se faire étranger à soi pour mieux se juger. Uzbek a un regard neuf sur l'Occident. Il confie à Reddy « Je suis comme un enfant dont les organes encore tendres sont vivement frappés par les moindres objets. » L'étranger doit se défaire des préjugés que lui a donnés son éducation pour que ses réflexions soient le fruit d'une conscience pure. Défaites-vous des préjugés, nous conseille Montesquieu par la voix de Uzbek. L'opposition Orient-Occident structure l'ensemble de l'œuvre par un regard comparatif. Le regard oriental porté sur l'Occident, c'est de faire émerger une connaissance nouvelle de la société occidentale et en particulier parisienne. La comparaison est le ressort fondamental du roman à tous les plans. Les régimes politiques des villes, la situation des femmes et leur rôle politique, les causes de la grandeur et de la disgrâce, mais aussi le regard ou les points de vue sur le monde. L'Orient et l'Occident sont d'abord opposés, mais bientôt rapprochés, ainsi que l'Orient peut parfois apparaître comme un contre-modèle ambigu où tous les travers de la société européenne sont amplifiés.
Ainsi, la monarchie absolue y est un despotisme et la puissance des passions y est exacerbée en tyrannie dans une superposition des deux univers. La politique est un thème essentiel de l'œuvre. Pour Jean Erard, les lettres persanes sont avant tout l'expression romanesque d'une prise de conscience politique. En même temps, la critique politique est intrinsèquement liée à la satire, car la satire met en lumière le déchirement entre idéal et réalité. Montesquieu était parfois considéré comme le premier des sociologues pour la description précise d'archétypes sociaux que l'on découvre dans les lettres persanes, mais aussi un satiriste parce qu'il évoque avec humeur et ironie les travers et les défauts de la société dans laquelle il vit. Par exemple, l'Académie française est un endroit où ceux qui la composent n'ont d'autre fonction que de jaser sans cesse. Et les hommes d'église qui ont fait vœu de pauvreté ont en main presque toutes les richesses de l'État. Montesquieu juge superficiel l'esprit de cour. Il se moque de tous ces hommes qui achètent des livres pour y apprendre et mémoriser de bons mots qu'ils ressortiront au moment opportun. Il parle des juges qui ne connaissent pas la loi et que le jeu est un vice dangereux. Il attaque aussi la presse qu'il considère comme de la littérature médiocre et critique le célibat des prêtres, une famille éternelle où il ne naît personne et qui s'entretient aux dépens de toutes les autres. La prohibition du divorce qu'il trouve absurde et il remet en cause le droit d'aînesse qui détruit l'égalité entre les citoyens. Analyse. Le regard étranger dont Montesquieu donne ici un des premiers exemples éloquents contribue à alimenter le relativisme culturel. Mais ce roman épistolaire veut aussi en lui-même, en outre par sa peinture des contradictions, déchirant le personnage central d'Uzbek, partagé entre ses idées modernistes et sa foi musulmane. Il se voit sévèrement condamné par la révolte des femmes de son sérail et le suicide de sa favorite Roxane. Pour le lecteur, le persan, faisant preuve d'une naïveté à l'égard des modes occidentales, mais en continuant la lecture, il se rend compte que c'est de lui que l'on se moque. Montesquieu critique les manières de s'habiller des Français, surtout des Parisiens, en utilisant des hyperboles, des antithèses, des métaphores, des accumulations d'exemples. Il critique clairement de façon implicite le système monarchique sous lequel il vit. Cette arme fatale créée par Richelieu consiste à réunir les trois pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif, sur la tête d'une seule et même personne, le roi. Dans ce texte, Montesquieu laisse entendre la vulnérabilité et la versatilité des Français face à leur souverain. Lecture audio de la dernière lettre. Lettre 161. Roxane à Uzbek, à Paris. Oui, je t'ai trompé. J'ai séduit tes eunuques. Je me suis joué de ta jalousie et j'ai su, de ton affreux sérail, faire un lieu de délices et de plaisir. Je vais mourir. Le poison va couler dans ma veine, car que ferai-je ici puisque le seul homme qui me retenait à la vie n'est plus. Je meurs. Mais mon ombre s'envole bien accompagnée. Je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde. Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule
pour m'imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices, que, pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d'affliger tous mes désirs. Non, j'ai pu vivre dans ta servitude, mais j'ai toujours été libre. J'ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance. Tu devras me rendre grâce encore du sacrifice que je t'ai fait, de ce que je me suis abaissé jusqu'à te paraître fidèle, de ce que j'ai lâchement gardé dans mon cœur, ce que j'aurais dû faire paraître à toute la terre, enfin de ce que j'ai profané la vertu en souffrant qu'on appela de ce nom ma soumission à tes fantaisies. Tu es toi étonné de ne point trouver en moi les transports de l'amour. Si tu m'avais bien connu, tu y auras trouvé toute la violence de la haine. Mais tu as eu longtemps l'avantage de croire qu'un cœur comme le mien t'était soumis. Nous étions tous deux heureux. Tu me croyais trompé et je te trompais. Ce langage, sans doute, te paraît nouveau. Sera-t-il possible qu'après t'avoir accablé de douleur, je te forçasse encore d'admirer mon courage? Mais, en effet, le poison me consume, ma force m'abandonne, la plume me tombe des mains. Je sens s'affaiblir jusqu'à ma haine. Je me meurs. Du sérail d'Ispahan, l'huile de la lune de Rebiab, 1 1720.